Parce que les enfants se posent des questions philosophiques. Ouais. Pourquoi on est sur Terre et Dieu c'est qui? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Enfin bon, ils me disent mais ça va beaucoup mieux. Quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on est avec un romancier et philosophe, Frédéric Lenoir. Salut Frédéric, ça va? Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de bonheur, de quête de sens, de cause animale aussi et de philo en CP. Alors, je te présente en 30 secondes. Donc, tu es philosophe et écrivain. Moi, j'ai écrit 4 livres, mais toi, tu as écrit 50 livres, c'est énorme, avec plus de 7 millions de lecteurs dans le monde. Et justement, principalement sur ces questions de bonheur et c'est quoi le sens de la vie. À l'heure du Covid et de la crise climatique, tu viens de publier justement juste après la fin du monde. Comme d'habitude, si vous voulez gagner le livre dédicacé par Frédéric juste après la fin du monde, dites-nous en commentaire un truc que vous retenez de cette vidéo, soit en commentaire YouTube, soit en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être surpris de te voir sur cette chaîne, parce que tu n'as pas le profil type d'un militant anticapitaliste ou anti-patriarcat, etc. Et justement, je trouve ça hyper intéressant, justement, parce que, tu as un très bon exemple, on va le voir par ton histoire, de pourquoi se changer, ça permet de changer le monde. Et 2, que justement, on a besoin de changer de valeur, en fait. Et toi, tu travailles énormément à remplacer justement ces valeurs qui sont derrière ces systèmes de domination et d'avidité par plus d'amour et plus d'entraide. Donc, la première question que je voudrais te poser, c'est justement... tu as grandi un peu à la campagne, au milieu de la forêt, tu racontes, dans une ambiance que tu dis atroce, entre un papa haut fonctionnaire mais passionné de philo, mais aussi tyrannique, et de l'autre côté, une maman historienne, mais qui, par exemple, n'osait même pas te prendre dans ses bras, et tu leur disais déjà à 8 ans, mais s'il vous plaît, divorcez. C'est fou. Non, atroce, le mot est trop fort. D'accord. Disons que c'était un milieu un peu chaotique, où mes parents certainement nous aimaient, faisaient de leur mieux, mais s'entendaient pas du tout entre eux. C'était l'eau et le feu, le jour et la nuit. Mon père était du coup, je pense, assez malheureux, donc du coup, il était assez tout le temps énervé. Puis c'était un colérique et ce qu'on appelle un peu un tyran domestique. Okay. Et puis ma mère était très soumise, mais dans le dos de mon père, elle critiquait tout le temps, etc. Bon, moi j'en avais marre, donc je dirais que le côté négatif, c'était cette mésentente profonde entre les parents qui plombait un petit peu l'ambiance. Après, les côtés très positifs. Le côté positif, c'est qu'on était 4 frères et sœurs et qu'on était super soudés. Donc là, on compensait par l'affection qu'il y avait entre nous le problème familial. Et puis, mes parents ont quand même fait un choix super. C'est qu'ils ont choisi d'élever leurs enfants à la campagne. Et donc, du coup, moi, j'étais dans la nature très souvent dans un jardin qui donnait sur une rivière et après, il y a la forêt. Donc, c'était vraiment quelque chose de merveilleux comme cadre. Et je remercierai jamais assez mes parents pour ça, parce que bon, ils avaient beaucoup de défauts, mais beaucoup de qualités aussi, notamment celle d'avoir choisi. Mon père faisait 1 heure de train par jour pour aller bosser à Paris. Oui, ils l'ont fait consciemment, Consciemment, pour que leurs enfants soient élevés à la campagne. Et ça m'a énormément aidé, puisque j'ai trouvé dans la nature un ancrage, un épanouissement, un lien avec les animaux, l'observation simplement déjà de voir le soleil se lever, se coucher, etc. Ça change tout. Et du coup, je pense que j'ai trouvé mon épanouissement très très tôt dans la nature, et que ça continue aujourd'hui encore, puisque je vis pas, je suis de passage à Paris, mais je vis toujours à la campagne. Oui, sur Instagram, tu es dans des paysages assez magiques à chaque fois. Et du coup, tu dis qu'à cause de cette enfance, déjà à 8 ans, tu te demandais effectivement c'est quoi le sens de la vie? Alors pas à cause, mais grâce. Oui, grâce, effectivement. Grâce, parce que tout est grâce. C'est-à-dire qu'au fond, moi je me dis pas, oh là là, j'ai une vie difficile. Pas du tout. D'abord, il y a des gens qui ont vécu des choses bien pires, qui ont vécu l'inceste, la violence et tout. Moi, c'était pas à ce point-là. Par contre, je dirais que le fait d'avoir eu une enfance un peu chaotique, avec des perturbations émotionnelles, affectives et tout, ça m'a mené sur un chemin, je dirais, un peu de quête spirituelle. Ce que je n'aurais sans doute pas fait si j'étais dans un milieu très harmonieux. Et si je me suis aussi autant intéressé au bonheur et que j'ai écrit 5 ou 6 ouvrages autour de la joie, du bonheur, de l'art de vivre, etc., c'est parce que j'étais malheureux. Et que si je l'avais pas été à un moment donné, je ne me serais même pas intéressé à cette question. Les gens qui sont très heureux depuis l'enfance ne s'intéressent même pas à la question du bonheur, c'est une évidence, ils sont dedans. Moi non, et donc du coup, ça a été un chemin qu'on appelle de résilience, c'est-à-dire que j'ai cherché à me reconstruire en cherchant des solutions très diverses, dans le monde de l'esprit, mais aussi du corps, que j'ai fait du yoga, de la méditation, etc., pour essayer de retrouver une harmonie
intérieure que je n'avais pas à cause de cet milieu familial chaotique. Donc je dirais que voilà, moi je prends les choses comme ça dans la vie et de manière générale, j'en parle dans tous mes bouquins, pas que de moi, mais il faut tout prendre. Et tout ce qui nous est donné, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il y a des choses agréables, il y a des choses désagréables, mais tout peut servir. Et donc j'essaie dans la vie, de manière générale, d'avoir ce regard et de me dire, je fais pas le tri, je prends tout. C'est-à-dire que tout est là et ça peut avoir du sens. Mais c'est à moi de lui donner du sens. Oui. Si je lui donne pas de sens, ça n'en aura pas. Je suis petit, je l'ai toujours été, et quand j'étais ado, j'étais complexé. Parce que dès que la première fois à 13 ans, je dis à une fille que je suis amoureux d'elle, elle me dit, ah ouais, mais t'es super sympa, mais t'es trop petit, tu vois. Ah ouais. Donc ça m'a hyper marqué. C'est violent. Donc j'étais hyper complexé toute mon adolescence et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait des études très poussées. C'est-à-dire qu'il fallait que je compense un problème physique par une intelligence entre guillemets supérieure à la moyenne. Et voilà. Et donc finalement tout est bien. Peut-être que j'aurais jamais fait de la philosophie si j'avais fait 1m85. Si cette fille était sortie avec toi. Voilà, exactement. Donc ça tient un peu de choses. Hein. La vie c'est comme ça. Tu dis que tu as écrit ton premier livre à 12 ans et qu'à 14 ans, ton père, entre deux gifs, t'a offert le banquet de Platon et que pour toi, ça a été un moment fort. Tout à fait. Alors effectivement, j'ai toujours aimé lire. Alors là, avantage aussi de mes parents, c'est qu'ils étaient des intellectuels qui lisaient beaucoup. Et donc, déjà petit, mon père prenait du temps quand il en avait pour nous mettre sur ses genoux, puis il nous lisait Cro-Blanc, L'Appel de la forêt. Enfin voilà, j'ai connu quand même des très beaux ouvrages petits. Puis après, dès que j'ai su lire, j'ai commencé à lire des livres. Et puis à 13-14 ans, je lisais déjà des livres de philosophie grâce à mon père. Donc, je me suis intéressé très tôt à la philosophie. Et c'est vrai que ça a été pour moi une découverte peut-être très importante parce que je me posais des questions comme tous les enfants. Je pense que tous les enfants ont un âge métaphysique. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions, pourquoi on est sur Terre et Dieu c'est qui? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Enfin bon, c'est les grandes questions au fond. Et puis les adultes se disent, comme on ne sait pas répondre à ces questions, tais-toi et mange ta soupe. Quoi. C'est bon. Et moi, j'avais la chance d'avoir plutôt des parents qui cherchaient à réfléchir à toutes ces questions-là. Et donc, du coup, on en parlait et ils m'orientaient vers Platon. Oui, toi, c'était pas tais-toi et mange ta soupe, c'était tais-toi et lis Platon. Lis Platon, voilà, exactement. Tu trouveras des meilleures réponses. Ça dure plus longtemps, c'est malin. Mais du coup, entre 13 et 15 ans, j'ai lu les dialogues socratiques, j'ai lu les stoïciens, Épictète, Sénèque, j'ai lu Épicure, j'ai lu Aristote. Et tout ça m'a passionné. Je me suis dit, ça répond à mes questions d'enfant, finalement. Puisque Socrate parle de l'immortalité de l'âme, parce que Platon parle de l'amour dans le banquet, parce que Épicure parle du bonheur. Donc, c'est toutes les grandes questions qui m'intéressaient, plus que qu'est-ce que je vais faire plus tard, est-ce que je vais être ingénieur, médecin, avocat, pompier, enfin voilà. Là, je me disais, je veux être un être humain qui réfléchit à sa vie, qui oriente sa vie en fonction de ses valeurs, en fonction de ses choix, en fonction du sens qu'il veut donner à sa vie. Donc, c'est venu très tôt tout ça. En grandissant, tu as fait des études de philo et puis après, tu as découvert les textes religieux et notamment, tu as commencé à rentrer dans une communauté de frères qui s'appelle Saint-Jean où tu es resté 3 ans. Mais juste avant de prononcer tes vœux, est-ce que tu peux nous raconter la journée où tu as décidé qu'en fait, c'était pas fait pour toi cette voie-là? En fait, je m'intéressais quand même aux spiritualités, aux religions depuis l'âge d'aussi 15-16 ans. C'est-à-dire que quand j'ai lu les philosophes grecs, après, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui vivent comme ça? C'est-à-dire qui réfléchissent, qui méditent, et je me suis rendu compte que c'était les bouddhistes. Et donc, si je voulais rencontrer des maîtres spirituels aujourd'hui, il fallait rencontrer des gens qui ont des pratiques, en fait, qui cherchent à se transformer, à s'améliorer, à réfléchir, à être rationnel. Et du coup, j'ai lu déjà des textes sur le bouddhisme, j'ai appris la méditation, je me suis passionné pour ça. J'ai rencontré un maître kabbaliste aussi. Enfin bon, mais je m'intéressais. T'avais quoi? T'avais 20 ans? J'avais un peu avant, quelques années, 16, 17, 18. Et puis j'ai, pour la première fois, la seule religion qui m'intéressait pas, c'était le christianisme, puisque c'était celle de mes parents, donc ça m'intéressait pas. Classique. Ça me parle J'étais aussi. en rejet. Et puis j'ai un copain qui était très très croyant et qui m'a dit, mais va dans un monastère, parce que toi, t'aimes la nature, t'aimes la contemplation, t'aimes la beauté. Et c'est vrai, j'étais en Bretagne, dans un très beau monastère cistercien du XIIe siècle. Et puis là, je suis touché par la grâce. C'est-à-dire, je sens quelque chose, une force qui me dépasse. Et du coup, je lis l'évangile et je suis très ému. Et du coup, ce copain, il rentre dans un monastère et je me dis, tiens, je vais faire comme lui. C'était vraiment, à ce moment-là, le mimétisme. Et puis, j'étais appelé, je me sentais aussi appelé, bon, voilà, un idéal. À 20 ans, on a souvent un idéal politique. Il y a plein de gens qui, à 20 ans, font des expériences très radicales. Et moi, j'ai eu envie de cette radicalité. Et puis, je me suis aperçu, c'est pas fait en un jour, progressivement, qu'il y avait 2 problèmes majeurs.
Le problème, c'était la chasteté. C'est que je me disais, mais putain, mais je vais jamais tenir toute ma vie. Donc, autant, déjà que c'est dur, mais là, je me vois pas la vie entière sans affection, sans câlin et tout. Donc, j'ai vu que c'était pas un engagement que je pourrais tenir. Puis la deuxième chose, c'est l'église. Moi, je m'intéressais déjà au bouddhisme, un tas de choses. On me disait, mais le bouddhisme, c'est diabolique, tu vois. Bon. Ah oui, Ah non, mais carrément. C'est-à-dire que j'étais dans une communauté catholique classique, tu vois. Oui, oui. Et du coup, j'ai compris assez vite que j'étoufferais complètement chaque religion, chaque spiritualité. C'est comme une montagne. Tu la gravis, et puis ce qui compte, c'est de gravir, c'est de faire le chemin, en fait. Et peu importe que tu sois sur cette montagne ou sur celle-là, pour moi. Et donc, comme je suis un marcheur, je me disais, j'ai emprunté ce chemin du christianisme qui est ma culture, qui est ma tradition, mais j'aurais très bien pu, si j'étais né en Inde, je serais hindou, si j'étais né dans un pays musulman, je serais musulman, si j'étais, voilà. Donc, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Ensuite, tu es devenu directeur littéraire aux éditions Fayard et tu as même fait un doctorat sur le bouddhisme. Et tu dis que comment tu dis exactement, pardon, j'ai commencé à être heureux à 35 ans. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial à 35 ans ou c'est toutes ces années de thérapie et de méditation qui t'ont surtout aidé? C'est surtout ça. C'est-à-dire que, en fait, j'étais pas malheureux. Encore une fois, faut pas dramatiser. J'étais pas un enfant battu, malheureux, timide et tout. Non, j'étais joyeux de tempérament, j'avais des amis et tout. Okay. Mais disons que je m'épanouissais pas profondément. Il y avait quelque chose en moi qui était un peu triste. Ce que Spinoza, qui est un auteur que j'ai découvert plus tard, je l'ai pas découvert. J'ai fait des études de philo et de sociologie. Et j'ai pas lu Spinoza à la fac en philo parce que à l'époque on l'étudiait pas. Et j'ai découvert plus tard qu'en fait il nous dit très simplement que on aspire toujours à grandir selon notre nature singulière. Et chaque fois qu'on peut pas s'épanouir selon notre nature singulière, on est triste. Et chaque fois qu'on peut s'épanouir et grandir et augmenter notre puissance vitale selon notre nature, on est dans la joie. Et moi j'avais une tristesse de fond qui était liée au fait que je ne me trouvais pas, je ne m'épanouissais pas. Et parce que j'avais des blocages intérieurs qui étaient liés à tous mes problèmes familiaux, affectifs, complexes, manque de confiance en moi, etc. Et donc, j'ai fait quand même 10 ans de thérapie. C'est-à-dire qu'entre 25 et 35 ans, j'ai fait de la psychanalyse, de la psychothérapie, des thérapies de groupe type Rebirth, Gestalt, donc thérapie émotionnelle. Et tout ça m'a transformé. C'est-à-dire que ça, plus la méditation, le yoga, la prière, j'ai tout fait. J'ai toutes les expériences possibles pour essayer de trouver un épanouissement, une sérénité, ne plus avoir d'anxiété. Et c'est vrai que ça a été long, mais fructueux. Comme par hasard, quand j'ai commencé à me sentir mieux intérieurement, ma vie extérieure a changé. Ouais. J'ai commencé aussi à m'épanouir beaucoup plus dans ma vie amoureuse. Je me suis épanoui dans ma vie professionnelle. J'écrivais des livres qui marchaient pas, d'un coup, ça s'est mis à marcher. Il y a toujours un lien entre l'intériorité et le monde extérieur. Donc, puisque je me suis changé moi-même, le monde autour de moi avait une réponse différente. Ouais. J'entends dans ce que tu dis qu'effectivement, les émotions, c'est aussi, si vous êtes super triste, c'est un indicateur effectivement que vous n'êtes pas à votre place et qu'il y a quelque chose qui doit changer et que c'est intérieur, quoi. Tu parles souvent de ton père, effectivement, et tu dis qu'un jour, tu es allé le voir et que tu étais là, papa, j'ai une page dans Paris Match, et lui, il va te chercher un Paris Match d'il y a 20 ans où il dit, ouais, moi, j'ai eu 8 pages, quoi. On était en comparaison, concurrence, rivalité, comme un ado. Ouais. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est marrant. Et une fois que tu as beaucoup travaillé sur toi, non seulement tu es beaucoup plus heureux, ça se voit du coup, même si là vous voyez peut-être pas, mais il est super crevé. En fait, dès qu'il parle de ce qui l'intéresse, du coup, il y a les yeux qui s'illuminent et ça fait trop plaisir. Et du coup, une fois que tu as travaillé sur toi, c'est beaucoup plus facile de changer le monde et c'est ce que tu fais encore plus depuis que tu as 45 ans, en créant l'association Ensemble pour les animaux où tu fédères plein d'assauts. Est-ce que tu peux nous raconter notamment cette belle victoire pour faire avancer le droit des animaux à laquelle vous avez participé? En fait, c'est très modeste ce que je fais au niveau des animaux. Il y a des gens qui consacrent leur vie à ça. C'est pas mon cas, même si j'aime beaucoup les animaux et puis j'essaye de faire avancer cette cause. En fait, tout est parti. C'était, je sais plus, il y a 7-8 ans, de l'association, la fondation 30 millions d'amis. D'accord. Ils m'ont contacté en me disant, voilà, il y a un truc très important, c'est que dans le code civil, les animaux sont considérés comme des objets. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les personnes, puis d'un côté, il y a les meubles, et les animaux sont classés dans la catégorie des meubles. Voilà, comme une table. Voilà, un animal, c'est une table. Ça a autant de droits qu'une table. Et il dit, il faut absolument faire changer ça parce que c'est symbolique, c'est très profond. C'est-à-dire derrière ça, il y a l'idée qu'on peut les faire souffrir, les vendre, etc. Et du coup, ils m'ont dit, on a recueilli 800 000 signatures, mais les hommes politiques s'en fichent parce qu'ils pensent que c'est que des mamies à chat, que des gens hypersensibles, mais qui sont pas du tout rationnels, etc. Donc,
toi qui es philosophe, qui est un peu connu, etc., est-ce que tu pourrais nous aider pour faire avancer cette cause? Et j'ai dit, bah, c'est très simple. Je vais envoyer un mail à tous mes copains philosophes. Donc, j'ai envoyé à Luc Ferry, Boris Cyrulnik, André Comte-Sponville, Edgar Morin, etc. et tout. Et j'avais 25 signatures des intellectuels français les plus connus le lendemain ou 2 jours après. Donc, tout le monde a signé une pétition. La pétition a été publiée dans toute la presse. Et 15 jours après, les députés ont décidé de voter une loi pour changer le code civil. Et du coup, les animaux ne sont plus reconnus comme des biens meubles, mais des êtres dotés de sensibilité. Alors, c'était une victoire évidemment très importante. Et je me suis rendu compte à quel point, ben voilà, en tant qu'intellectuel engagé, je pouvais faire bouger des choses en travaillant avec d'autres. Et du coup, j'ai créé l'association Ensemble pour les animaux, en fait, qui n'apporte rien de spécifique. Il y a plein d'associations qui font un super boulot de terrain. Mais ce que je voulais, c'était créer un lieu de rencontre dans lequel on peut discuter, faire des projets communs, faire des campagnes communes, etc. En fait, au cours de l'histoire, on voit qu'il y a quand même un progrès de la conscience morale. Ça ne veut pas dire qu'il y a un progrès dans la réalité. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la conscience morale a évolué. Oui, On le niveau considère, d'exigence. voilà, aujourd'hui, on considère que torturer un être humain, c'est mal, même s'il y a des gens qui le font, mais on sait que c'est mal. On le fait en cachette. On considère que l'esclavage, c'est mal, même s'il y a encore malheureusement, de fait, des gens qui sont dans des situations quasiment d'esclavage. Mais on a aboli l'esclavage, on essaye d'aller vers une égalité homme-femme alors que c'était impensable il y a 50 ans. Le droit de vote des femmes, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore un déséquilibre colossal des salaires, mais les femmes ne travaillaient pas avant. Donc on s'aperçoit qu'il y a un progrès de la conscience humaine et aujourd'hui l'étape ultime, c'est considérer qu'on doit respecter le vivant dans son ensemble et pas que les êtres humains. Donc je suis optimiste à l'échelle séculaire. C'est un combat mené tout le temps, mais je pense que les choses avancent quand même progressivement. Oui, c'est clair. Moi, je respecte beaucoup le fait que tu n'es pas seulement un intello, mais qu'en plus, tu agis et que, en plus, passer à l'action, c'est clairement quelque chose qui rend heureux. Et du coup, en parallèle de cette cause animale, tu as aussi créé ta fondation Sève, l'association Sève, où justement, vous faites des ateliers de philo et de méditation dès la maternelle, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter le tout premier atelier philo qu'il y a eu en Corse, où tu as demandé aux élèves c'est quoi pour vous le bonheur? En fait, ça fait pendant des années, plus de 10-15 ans, je disais dans des conférences, on devrait commencer la philosophie non pas en terminale, mais à l'école primaire. Parce que, voire grande section de maternelle, parce que les enfants se posent des questions philosophiques. Ouais. Sauf qu'il ne faut pas faire un cours de philosophie. On ne va pas dire à des enfants de 6 ans, Oui, lisez Spinoza. lisez Spinoza ou Kant, ils ne comprendraient rien, parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire et la capacité conceptuelle à cet âge-là. Mais ils se posent déjà des très bonnes questions. Et puis, Platon nous disait déjà, la philosophie commence avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne qu'on questionne, et après, une fois qu'on questionne, on cherche à réfléchir, à argumenter, etc. Donc tout le processus de la philosophie commence à l'enfance. Et donc on peut philosopher avec les enfants, c'est-à-dire les faire réfléchir, les mettre en cercle, en disant, bah voilà, de quoi vous voulez parler? Alors on veut parler de la mort, on veut parler du bonheur, etc. Et ben dites-moi, c'est quoi pour vous le bonheur? Puis il y en a un qui va dire ça. Alors je vais raconter cet atelier philo, c'est le premier que j'ai fait. Parce que je termine juste pour dire ça fait des années que j'en parlais. Et puis un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, bah moi je le fais dans mon école depuis 10 ans. Et Ok. donc j'ai découvert en fait que les ateliers philo, ça existait, mais depuis quasiment 50 ans. Mais c'est très peu connu. Ça existe dans des instituts. Alors en Suisse, c'est plus développé, au D'accord. Canada, mais en France, c'est assez peu connu. Et du coup, je vais assister en Suisse à un atelier philo. Je trouve ça génial. Je me dis, je vais en faire aussi pour l'expérimenter. Et le premier que je fais encore, je pose la question, bah, c'est quoi une vie heureuse? Alors les enfants commencent à poser, bah, c'est eux qui voulaient en parler d'ailleurs, des enfants de 6-7 ans, hein, c'était CP, CM1 et CE1. Et donc, ils disent, c'est faire un câlin à maman, c'est manger une glace. Bon, ça va pas très loin encore au niveau conceptuel. Puis il y en a un qui dit, bah, au fond, c'est réaliser ses désirs. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose et que je l'ai, je suis heureux. Et alors, la classe était assez unanime en disant, bah ouais, c'est vrai. Bon. Ok. Et puis il y en a un qui dit, non, c'est pas vrai. Alors je dis pourquoi? C'est vrai que ça devient intéressant, hein. Mhm. Et il dit parce que moi quand j'ai quelque chose, bah, je suis insatisfait, c'est-à-dire que je veux autre chose. Et donc j'ai un jouet, bah, je m'en lasse, puis je veux un autre jouet. Et donc j'ai compris à l'âge de 5 ans, dit-il, il avait 7 ans, hein. J'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Voilà. Je dis, il a compris un truc méga important. Et alors je lui dis, bah, alors, si le bonheur pour toi c'est pas le désir, parce que le désir est jamais satisfait, c'est quoi? Ben, il me dit, bah, c'est juste d'exister au monde. Et j'ai trouvé cette réponse inouïe chez un enfant de 7 ans. Et d'ailleurs, cet enfant, il est rentré chez lui, je l'ai su par la maîtresse après, et le soir, Ok. il est rentré chez lui, il a dit à la maîtresse, il a dit à sa maman, maman, il a eu des lueurs dans les yeux,
quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Mais non. Et je trouve ça génial parce que voilà, les enfants, ils adorent philosopher, en fait, réfléchir, et puis ils ont Mmh. plein de choses à dire et on le sait pas. Ce sont des petits sages. Ils ont plein de réflexions profondes. Et alors là, ils peuvent l'exprimer dans le cadre d'un atelier philo et puis discuter, argumenter, plutôt que de s'invectiver, de s'insulter. Bah non, mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Mmh. Pourquoi tu dis ça? Bah moi, je suis pas d'accord. Je vais te donner un argument et puis on va débattre. Donc c'est une école de citoyenneté. On apprend la tolérance, on apprend à s'écouter et on découvre que la philo, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on progresse, on pense mieux avec les autres. Voilà. Ouais. Et ce qui fait que les ateliers philo, ça fait un bien fou. Alors j'ai créé une association pour développer ça, parce que je me suis rendu compte que ça existait un peu à droite à gauche, mais c'était très dispersé. Et du coup, j'ai créé une association qui veut dire SEV, enfin SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble, et c'est la sève de l'arbre, c'est un beau symbole. Et en fait, cette association, elle a pour but de former des animateurs. Donc on a un parcours sur 8 jours qui apprend avec des OK. très bons formateurs, des Vous gens avez comme formé 3000, je crois? on a formé, là on en est à 5000 personnes. Ah oui, ça a bien Ouais, monté. donc OK. ça monte, oui, oui, ben, ça se développe de plus en plus dans 5 pays francophones. Et après, on déploie des ateliers dans les écoles. C'est-à-dire qu'on a des liens. Par exemple, en Île-de-France, on a une trentaine d'écoles dans lesquelles on fait des ateliers philo toute l'année. Surtout, enfin, on privilégie un peu les quartiers difficiles. Puisque là, il y a souvent les mairies nous demandent en disant, là, il y a un peu des problèmes de violence et tout. Qu'est-ce que vous pouvez intervenir? Et on s'aperçoit que l'atelier philo, ça apporte vraiment des solutions concrètes, politiques, sur le terrain, pour que les gens apprennent à se parler. Et quand Ouais, ils ça commencent dès transforme des classes, l'enfance, quoi. bah, ça transforme les classes. Exactement. Les classes où il y a de la violence, de la tension, on arrive à déminer les choses par l'atelier philo. Et la méditation, puisqu'on fait précéder, c'est un apport que j'ai ajouté. Je me suis rendu compte parce que j'ai passé 1 an de ma vie à faire que ça. C'est-à-dire, j'ai été dans 18 classes dans 5 grands pays francophones OK. et j'ai fait une expérience passionnante et du coup, je me suis rendu compte que quand je fais des ateliers philo, les enfants, ils avaient du mal à être présents, à être attentifs parce qu'ils sont super agités. Mmh. Et du coup, je leur ai dit: «Bah, moi, ça fait 30 ans que je médite, et ben, on va faire une petite méditation avant». Et je leur ai appris à être fermer les yeux, mettre leur attention sur leur respiration et ça a super bien marché. Et du coup, l'atelier philo se passe beaucoup mieux parce que les enfants sont calmes. Ils lâchent un peu tous leurs soucis, leur agitation intérieure, ils lâchent le mental. Et puis après, dans la vie, ils me disent: «Mais ça va beaucoup mieux. Quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre. J'ai plus envie de». Enfin bon, j'ai vu l'impact de la méditation sur les enfants parce qu'ils apprennent très vite, les enfants, hein. Ouais, ça apprend à gérer les émotions, alors que Gérer même les nous, émotions. adultes, on est super nuls à ça, quoi. Alors ils apprennent très tôt. Alors du coup, j'ai rajouté, à la formation aux ateliers philo, comment apprendre aux enfants à méditer, voilà, dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est un ensemble ça va très, très bien ensemble. Et c'est comme ça, je pense aussi qu'on transformera le monde parce que, Bah oui. une fois qu'on cherche à atteindre les adultes, c'est déjà presque trop tard, ils sont déjà très formatés. Mmh. Mais un petit enfant qui apprend très tôt à gérer ses émotions et à discuter et à débattre intelligemment avec les autres de manière rationnelle, et ben, ce sera un adulte, je pense, beaucoup plus responsable. Mmh, carrément. Tu une autre anecdote avec, les enfants où ça montre vraiment l'impact, où tu as un enfant qui a parlé des terroristes? Est-ce que, tu peux nous la raconter? Ça, c'était un atelier que j'ai fait à Paris, 8 jours après les attentats du Bataclan. J'ai pas voulu aborder ça directement, je prends toujours des biais. Et la question, c'était, c'est quoi réussir sa vie? OK. Et puis je crois que ça avait été prévu par la maîtresse. Enfin bon, on part là-dessus. Et on avait évidemment tous en tête les attentats. Et à un moment donné, les enfants se mettent assez d'accord, parce qu'il y a souvent des consensus pour dire: «Réussir sa vie, c'est être heureux». Quelqu'un qui est heureux, bah, si moi je suis heureux, j'aurais réussi ma vie. Bon, et ils étaient assez Mmh. assez, d'accord. Et puis ça devient toujours intéressant quand il y en a un qui est J'étais pas d'accord d'accord. aussi, ouais. Voilà, et il y en a un qui dit: «Ben non, je suis pas d'accord», et je lui dis: «Pourquoi?» Il dit: «Parce que les terroristes qui ont tué plein de gens, ils sont heureux. Ils sont morts heureux parce qu'au fond, ils pensent qu'ils vont aller au paradis, donc ils Mmh. étaient joyeux, heureux de tuer des gens, et je pense qu'ils ont raté leur vie». Alors je lui dis: «Pourquoi?» Il me dit: «Parce que, si, on est heureux sur le malheur des autres, c'est qu'on a raté sa vie. Parce que pour moi, réussir sa vie, c'est pas juste être heureux, c'est être heureux en ayant respecté les autres». Et là, c'est vraiment, une réflexion très profonde. Il fait la différence, cet enfant, entre la vie heureuse et la vie bonne, Ouais. ce que les anciens appellent vivre selon le bien. Et donc Socrate en parle beaucoup. Et Socrate nous dit, la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. C'est-à-dire, c'est être heureux, mais OK. en respectant les autres et en faisant progresser la justice. Et donc, du coup, je lui ai dit: «Bah, tu sais, il y a un philosophe, qui a vécu il y a plus de 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui dit la même chose que toi». Et il me répond: «Je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi». Et je trouve ça tellement vrai. Il pense comme Socrate, Socrate pense comme lui, alors que l'un avait, 40 ans et lui en avait, 9, à 2500 ans d'écart. Et ça, c'est ce que j'appelle l'universalité de la raison. C'est-à-dire que la raison est universelle et quelle que soit l'époque, la culture, et cetera, on peut communiquer par cette raison universelle et faire avancer, du coup, la pensée de l'humanité. Pour moi, ça fait beaucoup écho avec,
mon interview avec François Ruffin, où justement, on parle de la question du sens au sens de direction, en fait, vers quelle société on veut aller. Est-ce que la solution à nos problèmes aujourd'hui, c'est de réapprendre à nous poser des questions? J'ai l'impression qu'on a arrêté de se poser des questions, en fait. Bah, très souvent, les gens vivent sans se poser de questions. C'est-à-dire, c'est bon, c'est le classique métro, boulot, dodo, et puis on est dans un système qui est comme ça, et puis on fait avec, etc. Et c'est vrai qu'il faut sans arrêt s'interroger sur dans quelle direction va-t-on. C'est-à-dire, le mot sens, il a deux définitions que j'aime beaucoup, qui sont complémentaires. C'est la signification et la direction. Ouais. Alors, où va-t-on et pourquoi? Voilà. Et ben, c'est des questions d'enfants, mais elles sont essentielles. Et quand on se les repose, on se dit, mais attends, moi, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. Et du coup, je crois que oui, c'est très important, si on veut être pleinement humain, de se poser ces questions-là. Où Mmh. va-t-on et pourquoi? Tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Et si au niveau collectif, on n'est pas content de la direction, de la signification du système dans lequel on est, bah, faut essayer de le changer. C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que tu essaies de faire, c'est ce qu'on est nombreux à essayer de Ouais. faire. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire évoluer le système, qui ont envie de changer de paradigme, qui ont envie de changer de valeur, puisque derrière tout ça, il y a les valeurs. Il y a qu'est-ce qu'on estime comme de plus important? Est-ce que le plus important, c'est, l'efficacité, le profit, le chiffre, le Bah, bien sûr, rendement, la Frédéric. quantité, voilà? Ou est-ce que le plus important, c'est la qualité de vie, l'amour, le partage, la communion et voilà, bon, bah, qu'est-ce qu'on met au-dessus de tout? Mmh. Et en fonction de ça, et ben, on va réorienter notre action, autrement. Parce qu'en plus, si on se pose pas ces questions de sens, elles ressortent, puissance 10 000, en situation de crise, soit individuelle, que ce soit un deuil, une maladie, un licenciement et cetera, soit au niveau collectif avec, un covid, ou une crise climatique, quoi. Du coup, on est obligé de se poser des questions de toute façon. Dans ton nouveau livre, justement, juste après la fin du monde, l'histoire, c'est qu'il y a 7 grands sages du monde entier qui se réunissent parce qu'ils pressentent la fin du monde et ils décident de livrer un peu toute la sagesse de l'humanité à 2 enfants qui vont survivre à la grande catastrophe, comme tu l'appelles. Et justement, l'héroïne, elle arrive dans un village où les villageois lui demandent, mais ce serait quoi la qualité numéro 1 pour pas reproduire les erreurs de nos ancêtres? Et elle répond l'émerveillement. Aujourd'hui, l'émerveillement, c'est un truc qui est souvent un peu pris pour un truc de bisounours. Pourtant, est-ce que si on s'émerveillait plus, on détruirait moins la vie sur Terre, tu penses? Bien sûr. Moi, je trouve que la vie, c'est un miracle permanent. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire. Déjà, la nature, l'harmonie de la nature, le soleil qui se lève tous les matins, le lien entre le cosmos, la lune, le soleil, les plantes qui poussent, la pluie. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, mais parce que je vis à la campagne. Et Ouais. donc, je m'émerveille quand je vois chaque printemps les fleurs qui repoussent, les oiseaux qui chantent. Ça me touche et je me dis, mais c'est extraordinaire, l'harmonie du monde, les lois du monde, c'est extraordinaire. Et comme on vit, la plupart des gens vivent en ville, coupés de tout, et cetera, ils oublient tout ça. Ils oublient, puis, on oublie que c'est un miracle, que notre cœur, va battre un nombre Ouais. incalculable de fois jusqu'à notre mort. Je sais plus le nombre, mais c'est hallucinant que finalement, globalement c'est que quand on a un problème de santé, qu'on se dit: «Mais zut, c'est une catastrophe, je vais très mal, j'ai une sciatique, je peux plus marcher», mais qu'on puisse marcher tous les jours, faire un tas de trucs sans réfléchir, que notre cerveau mémorise autant de choses et cetera, je trouve c'est miraculeux. C'est-à-dire c'est magnifique. Et du coup, j'essaye de continuer de m'émerveiller de toutes ces petites choses, quoi, Mmh. de me dire: «Mais c'est la vie est tellement belle». Simplement après, oui, il y a des couacs, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a tout ça. Mais ça enlève pas la poésie et la magie de la vie de manière générale. Et puis quand on sait la prendre, la connaître, l'apprivoiser, la regarder en tout cas, la respecter, ben, on s'aperçoit que la vie nous parle, nous envoie des signes, nous envoie des messages, notre corps nous dit, ralentit, par une fatigue, par un truc musculaire. Moi, dès que je me fais un truc au genou, je sais que ça veut dire qu'il faut ralentir. Enfin bon, et donc finalement, je trouve que continuer de s'émerveiller et de ce miracle permanent de la vie, c'est une grande qualité et ça permet de la respecter, ça permet de l'accepter aussi. Puisque beaucoup de gens ont un problème d'acceptation, c'est-à-dire qu'ils Ouais. sont dans le refus. C'est-à-dire quand tout va bien, on dit oui à la vie, on aime la vie, c'est génial, ça réussit, je suis heureux en couple, mon boulot marche bien et tout. Puis d'un coup, ça marche plus, ma copine me quitte, je perds mon job, je tombe malade. Alors là, je déteste la vie, et voire on a envie de se suicider. Et c'est là que je trouve qu'il faut apprendre à vivre avec les hauts et les bas de la vie. Et quand on sait faire ça, et ben finalement, on s'aperçoit que malgré les bas,
la vie vaut vraiment la peine d'être vécue parce que, encore une fois, c'est comme un paysage sinueux, il y a du beau temps, il y a de la pluie, il y a du soleil, mais c'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est la variété. Si on vivait avec un ciel bleu magnifique tout le temps, on oublierait ce que c'est Bah que oui. la chaleur, le soleil. Et puis c'est parce qu'il y a la pluie, le soleil, tout qu'on s'aperçoit que chaque chose a de la valeur. Et donc moi j'essaie d'aimer toute la vie, voilà, et pas uniquement quand tout va bien. Top. Et c'est ce que je voulais transmettre dans ce livre, Oui. puisque au fond, c'est un conte, évidemment, où j'imagine, une catastrophe écologique majeure qui fait que la plupart des gens, disparaissent et puis il y a des survivants et puis ce sont ces adolescents qui ont pris 10 ans, hein, c'est 10 ans après la catastrophe, qui ont mûri, qui ont expérimenté, qui ont reçu ces enseignements de sagesse, qui vont transmettre cet enseignement dans lequel il faut retourner à l'essentiel. C'est réapprendre à vivre avec cet émerveillement, réapprendre à vivre dans la communion et pas dans la compétition, réapprendre à vivre dans le soin et pas dans l'exploitation, réapprendre à vivre en harmonie avec les animaux, avec la nature. Et donc, si on développait tout ça et qu'on apprenait à développer tout le potentiel qu'il y a dans notre esprit, il n'y aurait pas besoin de se consacrer autant à la technologie. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire autrement et puis de manière beaucoup plus écologique d'ailleurs. Oui, c'est clair. Dans le livre, l'héroïne, elle enseigne justement que la souffrance, ça fait partie de la vie. Je trouve qu'on a souvent tendance à l'oublier, surtout en ce moment, et surtout, ça empêche de voir bah, tout le reste qui est magique. Et toi-même, en grandissant, bah, voilà, tu as perdu ta compagne, tu as perdu ton papa il y a quelques années. Comment est-ce que tu as réussi à faire ce switch par rapport au deuil et à la souffrance? En fait, j'ai compris progressivement, mais dès l'enfance, hein, je l'ai compris tôt, que Ok. la souffrance, il valait mieux l'accepter que de la refuser. Quand on peut pas l'éviter. C'est-à-dire si on peut éviter de souffrir, c'est mieux. Ouais. Hein, je cherche pas la souffrance. Mais quand elle te tombe dessus parce que tu as un deuil, parce que, voilà, tu nais dans une famille compliquée, parce que tu as une maladie que tu peux pas soigner, bah, à ce moment-là, il vaut mieux, dire oui, c'est-à-dire accepter la souffrance et lui donner du sens. Parce que si on refuse la souffrance, qu'on ne peut pas changer encore une fois, à ce moment-là, on va souffrir 2 fois plus. On va souffrir une première fois de la souffrance, physique, Ouais. psychologique et tout, et on souffrira une deuxième fois du refus de la souffrance. C'est-à-dire de la colère, le ressentiment, on sera aigri et cetera, et donc on va souffrir moralement autant qu'on va souffrir physiquement ou affectivement. Ce qui fait que l'acceptation du réel, ce que je ne peux pas changer, fait souffrir beaucoup moins, et ça permet aussi de sortir de la souffrance et de ne plus, voir la vie qu'avec ça. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils voient que ça. Ils voient, quand ils souffrent, ils voient que leur souffrance. Quand le monde va mal, on voit que ce qui va mal. Mais il y a plein de choses qui vont très bien. Il y Mmh. a pas que le Covid, il y a plein de choses qui vont très bien. Il faut les voir, il faut les regarder, et il y a une étymologie du mot crise que j'aime beaucoup, je le rappelle souvent, en chinois, le mot crise, ce sont 2 idéogrammes, un qui veut dire danger et un autre opportunité. Dans toute crise, qu'elle soit individuelle ou collective, il y a un danger. Et il y a de la souffrance qu'il y a à ce danger. Mais il y a aussi une opportunité. C'est-à-dire que toute crise nous amène à réfléchir, à nous remettre en question. Et on le voit, la crise du Covid, ça devrait nous amener à réfléchir Mmh. et se poser des questions sur la vulnérabilité de l'humanité, sa fragilité. On pensait être surpuissant, on pensait que la technologie et la médecine nous protégeraient de tout. Ben non, un petit virus nous met par terre. Et non. Et donc, du coup, ça nous remet dans, je pense, une humilité qu'il faut développer. Il faut pas rester à attendre, allez, on s'est débarrassé grâce au vaccin du virus, reprenons comme avant. Non, Mmh. faut faire, une introspection, une autocritique et essayer de se dire: «Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos vies, à la fois individuelles et collectives, pour que, ben, on puisse justement tenir compte, ben, de la nature, du vivant dans son ensemble et puis, essayer peut-être de vivre un peu différemment, en tout cas, et avec moins de présomption et moins d'orgueil par rapport à notre technologie». Trop bien. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie aujourd'hui? Ben, ce qui me donne beaucoup de sens à ma vie, c'est mon travail, c'est-à-dire l'écriture, la transmission, les associations, c'est-à-dire au fond l'action, voilà. J'ai passé la moitié de ma vie à travailler sur moi et donc ce qui donnait du sens à ma vie, c'était d'essayer de m'améliorer en tant qu'être humain, d'essayer de Ouais. moins souffrir, d'essayer de grandir, d'essayer d'être plus dans la joie que dans la tristesse, donc ça, j'en ai parlé. C'est toute cette alchimie que j'ai fait intérieurement qui fait qu'aujourd'hui, bah, je consacre l'essentiel de mon énergie à transmettre aux autres. Et donc je dis à travers des livres, à travers des films, puisque j'ai fait aussi toute une série documentaire qui est diffusée actuellement sur Arte Sur Arte, d'ailleurs, ouais. sur arte.tv, qui est la plateforme numérique d'Arte, on peut les trouver, ça Mmh. s'appelle Les Chemins du Sacré. Je le mets en description. Voilà, qui est, voilà, des voyages que j'ai fait avec des gens qui vivent des expériences du sacré très, très belles à travers le monde, que ce soit d'un point de vue religieux ou laïque, hein, les 2. Et puis les associations, l'engagement pour les animaux, pour les enfants, l'éducation
éducation, etc. C'est ça qui donne du sens à ma vie, c'est que j'ai le sentiment d'apporter quelque chose d'utile. J'ai l'impression que, voilà, quand je rencontre des lecteurs qui me disent votre livre a changé ma vie, je suis content. Je me dis j'ai servi à quelque chose. Donc voilà, je pense que dans la vie, il y a deux étapes, enfin deux moments importants qui sont concomitants. Il y a l'introspection, c'est-à-dire travailler sur soi, se connaître, mettre à jour son inconscient, essayer de grandir, essayer de s'améliorer comme être humain. Ça, c'est la conscience, c'est ce que disait Socrate, connais-toi toi-même. Et Mmh. puis, il y a la création. Et donc, ça suffit pas l'introspection, parce qu'on peut indéfiniment s'observer, s'analyser, s'améliorer, mais il faut être créatif. Et la création, c'est l'action, c'est ce qui nous permet de transformer le monde. Et donc, moi, j'ai toujours eu ces deux mouvements, c'est-à-dire essayer de me transformer moi-même pour mieux transformer le monde. C'est la conclusion parfaite, ça. Et ben voilà, ça ressemble à une conclusion en tout Ouais. cas. Merci Frédéric, j'ai adoré ce moment avec Merci. toi. Si ça vous a plu, eh ben, filez voir juste après La fin du monde qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Il y a aussi un autre épisode sur l'optimiste avec Catherine Testa qui devrait beaucoup vous plaire. Et ben, si vous voulez gagner l'exemplaire dédicacé du bouquin, n'hésitez pas à laisser un truc que vous avez retenu de cette vidéo, soit en commentaire YouTube, soit en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup Frédéric, c'était trop Merci à bien. toi, c'était sympa. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.